Mon cher ami Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Bonne année à toi. Ouais, bonne année. Les amis, bonjour à tous. Tous tes abonnés. Et puis bah, bienvenue comme d'habitude. Donc Ouais. aujourd'hui, petite présentation particulière parce que justement Christophe va nous parler des Klipsch Forte 4, donc qui sont des enceintes modernes, car toi tu es plus dans le vintage hein, quand même. Oui. Et donc bah, Christophe va nous parler de tout ce qui est technique au niveau des haut-parleurs employés. Bon. Voilà. Bon, Voilà, eh ben, vas-y, dis-nous tout. Bon, je suppose que Nicolas, tu as déjà développé un peu le sujet sur les caractéristiques de l'enceinte, etc. Voilà, ouais. et tout. Donc on va essayer de pas se répéter. Hein. Ben déjà, petit rappel historique, hein, Klipsch. Ouais. Paul W. Wilbur Klipsch, qui a commencé à s'intéresser à la hi-fi et à la radio dans les années 30, et qui a monté sa boîte de fabrication d'enceintes en 1946 à Indianapolis. Donc voilà. Et dès les années 30, Klipsch a travaillé sur les pavillons. Donc il est directement parti là-dessus. Et sur les enceintes d'encoignure, donc sa fameuse Klipschhorn, voilà, qui a été sa première enceinte. Voilà. Et qui présente déjà un design extrêmement sophistiqué, puisque c'est une enceinte qui finalement est entièrement pavillonnée, pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Et est-ce que de base, c'était des enceintes qui étaient conçues pour les home theater, enfin, tu sais, les théâtres Alors bon, à l'époque, il faut voir, est-ce qu'il y avait déjà ce qu'on pourrait appeler de la hi-fi, etc. et tout, mais je pense qu'au début des années 50, les enceintes Klipsch, oui, ont peut-être été amenées à sonoriser des espaces publics, mais je pense qu'il y a des audiophiles, entre guillemets, de l'époque, qui s'y sont intéressés aussi. Et en tout cas, je pense que c'est dans ce segment-là que s'est placé Klipsch, parce que Klipsch a sorti aussi quelques déclinaison de ces enceintes en version sono, c'est-à-dire c'est une version, on va dire, brute de coffre, avec des caisses peintes en noir, etc. et tout. Mais je dirais que ça a été relativement marginal par rapport à toutes les autres Klipsch qui sont là destinées à un segment hi-fi. Hein. Clairement. Ah oui, clairement. Donc voilà, donc la Klipschhorn, le gros modèle. En dessous, il y avait une enceinte qui s'appelait la Belle Klipsch, je crois. Ah, la Belle, ouais. Ouais, et ensuite la Scala, et puis ensuite les Hérésies. Voilà. Bon, après, au fil du temps, il y a eu différentes séries, les séries KG, etc. et tout. Qui n'étaient pas toutes des séries à haut rendement, mais qui conservaient toujours quelque chose de pavillonné, exemple un aigu. Le pavillon Tractrix. Oui, alors le pavillon Tractrix, là c'est celui-là ici, comme ils disent. Voilà. Et ça, c'était Klipsch qui l'avait inventé, ça, du coup? Parce que moi, je pensais que c'était Klipsch. Non, c'est pas lui, donc justement... Donc erreur de ma part, les amis, parce que j'avais dit que c'était propre à Klipsch, le Tractrix, mais que c'est pas... Non, c'est pas lui. D'accord. Donc, non, si tu veux, on peut commencer par là, hein, pour le médium, parce que là, le pavillon de médium est un pavillon Tractrix, voilà justement. Alors le pavillon Tractrix, c'est une déclinaison, on va dire, du pavillon exponentiel, voilà. Et là, à mon avis, il y en a eu quelques petites révisions là quand on regarde les côtés du pavillon, voilà, mais le profil est Tractrix, voilà. Et en fait, Tractrix a été étudié dans les années 20 par John Voight. D'accord. Qui après a travaillé, sinon a fondé la marque Loser, des haut-parleurs anglais large bande. Très intéressant les amis, merci pour ces précisions, ça c'est intéressant. Voilà, les Loser, voilà, donc Paul Klipsch a lui aussi travaillé sur les pavillons, les formules, etc. et tout, parce que j'ai vu à quelques reprises des écrits de Paul Klipsch, il a écrit des traités là-dessus, etc. et tout. Je pense même qu'il a dû donner des conférences ou des cours dans une université à Stanford ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc sur les pavillons et les enceintes, donc, on va dire à haut rendement, ça a toujours été son truc. Voilà. Donc là, on est dans la Forte 4, donc la 4e mouture. Voilà, après les autres moutures d'avant, je sais pas comment elles sont. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un haut-parleur de 30 cm, 12 pouces, à suspension petit pli. Ça... Mais... souple quand même. Hein. Relativement souple. Ah oui. Donc traité et souple. Espérons que le traitement ne va pas durcir avec le temps. Parce que là, il y aura beaucoup moins de basses et ça sera beaucoup moins souple. Voilà. D'ordre général, ça durcit avec le temps Alors certains oui, d'autres non. Exemple, JBL et Altec, ils ont trouvé la bonne formule. D'accord. C'est-à-dire qu'eux ne durcissent pas. Donc voilà, par contre, il y en a d'autres, presque systématiquement, quand on a des haut-parleurs comme ça,
il faut changer les suspensions parce qu'elles sont devenues très très raides. Et ça se retrouve quand même des suspensions Alors, multipliées? on trouve, oui, on trouve un modèle adaptable, etc. et tout, et on refait un traitement qui lui, on va essayer de faire en sorte que ça ne durcisse pas. D'accord. Ouais. Donc on m'a donné une recette qui se rapproche de celle de JBL ou Altec. Donc normalement, quand je retraite les suspensions à petits plis, après ça, ça ne durcira plus. D'accord. Donc voilà, un traitement assez compliqué avec 4 produits. Donc voilà. Voilà, donc là, effectivement, assez souple. Et puis bon, on l'entend, une assez belle résonance quand même dans le grave. Hein, donc, avec oui, et le puis passif derrière, doit... en plus, il y a le passif qui d'ailleurs est monté, j'ai regardé, avec une suspension demi-rouleau caoutchouc. Voilà. Alors le système actif-passif, hein, qui va augmenter, on va dire, la réponse et la profondeur du grave, dans le grave. Voilà. Puisqu'en fait, le passif est censé prendre le relais quand le haut-parleur actif s'arrête. Voilà. Donc ce qui veut dire automatiquement, comme je te l'avais expliqué tout à l'heure, une membrane plus lourde sur le haut-parleur passif. Voilà. Ça c'est très intéressant les amis. Une membrane plus lourde sur le haut-parleur passif, obligatoirement. Et là, là la membrane du 38 est forcément plus lourde que celle du 30. Donc voilà. Ok. Donc je suppose qu'ils ont dû étudier la raideur de la membrane, etc. et tout, avec la suspension caoutchouc, pour que ça s'accorde avec celle du haut-parleur de basse. Parce qu'il faut que les suspensions soient accordées aussi. Et il y a un spider normalement Alors normalement sur un passif oui, digne de ce nom, il y a quand même un spider. Cela dit, on voit des fois dans des enceintes de moindre gamme des haut-parleurs passifs qui se limitent à une membrane et à une suspension avant. Hein. C'est pas terrible. Hein. Donc voilà, c'est pas très sérieux. Voilà. Donc on penserait que chez Klipsch ils ont mis effectivement un spider à l'arrière, c'est souhaitable. Voilà. D'accord, bon. Voilà. Donc voilà pour le haut-parleur de basse. Alors 30 cm, moi je dirais que ça présente, on va dire, au moins 2 avantages. Une certaine rapidité, parce que la membrane est moins lourde. C'est vrai. Voilà. Bon, maintenant, des fois, le passif, lui, peut aussi alourdir un peu le grave. Ce qui est par exemple le cas sur les 10 tonnes 66 qu'on avait présenté il n'y a pas longtemps, où le passif là, est très très lourd et a tendance à alourdir un peu le grave. Là, je pense que sur Klipsch, c'est quand même plus alerte. Et d'après ce qu'on a écouté tout à l'heure, oui, quand même, il n'y a pas de traînage là-dedans. Ça traîne pas, Donc déjà, premier avantage, une membrane moins lourde, donc plus tonique, plus de dynamique. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, et ça c'est important, la possibilité de monter un petit peu plus haut en fréquence. D'accord. Et donc chez Klipsch, ils ont coupé, je crois, tu as dû le dire, à 650. Voilà. Mais ce qui est curieux, comme je te le faisais remarquer, c'est que je crois que celle du dessus, donc comment elle s'appelle, la Cornwall. La Cornwall avec le 38. Avec le 38, elle est coupée à 700. Donc là, je ne comprends pas trop, parce que normalement, un 38... doit être près à 200... 700, ça fait un petit peu haut pour lui. Hein. Ça fait un petit peu haut pour lui. Donc voilà. Et donc après, on embraye avec la compression de 1 pouce. Ici. C'est une 1 pouce, Une 1 pouce, oui. Montée avec le pavillon Tractrix. Voilà. À partir de 650. Ce qui, relevons-le, est quand même assez bas pour une compression de 1 pouce. Hein. C'est assez bas. Elle a du boulot quand même. Ouais, du boulot. Elle travaille jusqu'à 5000. Il faut vraiment très très bien étudier la compression. 5000, c'est pas tellement le problème pour une 1 pouce. Elle peut aller beaucoup plus haut. Mais c'est 650. Qui pose problème. Oui, parce que moi, dans un petit système que tu as connu, le petit système à haut rendement, j'avais mis un 38. Et j'avais mis une 2 pouces et j'avais coupé à, je crois, 700 Hz, et la 2 pouces était déjà un petit peu à la ramasse. Hein, douleur aussi, donc on était vraiment ric et rac. Donc 650 pour une 1 pouce, c'est relativement bas, hein, ce qui peut se traduire après par un certain manque de matière, une certaine maigreur, justement dans un secteur très important qui est le secteur du médium et celui qui débite le maximum d'informations. À l'oreille humaine, et secteur dans lequel l'oreille humaine est la plus sensible. Voilà, alors j'ai pas vu exactement ce qu'ils ont mis comme diaphragme, mais je ne crois pas que ce soit un dôme métallique, je suis pas certain. C'est un titane, c'est polyphile quelque chose. Moi dans les descriptifs c'est ce que j'ai. Titane. Dôme titane. Bon, moi j'ai vu titane pour le dôme du Twitter.
Ah, donc tu vois, tu veux dire pour la compression médium, c'est ah. ça qu'on cause. Je suis pas certain que ça soit du titane, mais c'est peut-être un dôme en fibre, alors etc. Là... et tout, ce qui éviterait peut-être une certaine agressivité des fois qu'on retrouve. D'accord. Eh oui. Voilà, donc elle est coupée après jusqu'à 5000 pour aller rejoindre le Twitter. Bon, 5000 pour le Twitter, c'est bien, mais faut pas couper plus bas. Hein. Ouais. C'est pareil. Hein. Pour ces petits Twitter à compression, là, 5000, 5005, c'est la limite basse. Hein. C'est vraiment... ah oui, ouais. Voilà. Donc, a priori, une enceinte bien conçue. On l'a écouté tout à l'heure, effectivement, c'est très live, c'est vivant comme écoute, voilà, ok. Bon, un très beau plaquage, ça il faut le reconnaître, hein, puisque Klipsch a essayé, je crois, avec ses enceintes, de prendre sur chaque paire le plaquage sur le même arbre. Exactement, oui. Voilà, ils sont appairés en fait, ça fasse miroir. Ce qui évite des enceintes des fois un peu dépareillées. Hein. Là j'ai bien regardé, on en voit beaucoup. Hein. Tu as le plaquage qui est quand même identique sur l'autre. Oui. Non, de ce côté-là c'est bien, l'enceinte est très bien finie. Ouais. L'enceinte est très bien finie, là il y a une peinture assez épaisse, je trouve le cache et son tissu très joli. C'est vraiment très vintage, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle les séries héritage. Donc Klipsch a essayé de, entre guillemets, perpétuer une tradition, etc. Et de moderniser un peu cette approche du haut rendement, voilà, avec un produit qui est attrayant visuellement, moderne dans sa conception, et puis avec un petit côté vintage, notamment le tissu. Le tissu, le format, voilà, le format. Quoique je ne trouve pas que ça ressemble beaucoup à des armoires normandes, c'est pas mal, ça reste, moi je trouve c'est très raisonnable. D'ailleurs toi Chris, qu'est-ce que tu en pensais? Je ne l'ai pas fait encore, mais tu vois, de les surélever, parce qu'en fait elles sont tout le temps de base au sol. Est-ce que de les surélever, je ferai les essais, mais est-ce que de les surélever ça pourrait pas donner un petit côté plus... pas des masses, à mon avis une dizaine de centimètres. Dizaine, ouais, là c'est trop, mais... Il y a déjà un petit socle là, mais une dizaine de centimètres, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bon, et ben ça... oui, pourquoi pas. Et par rapport, du coup, toi tu serais plus enclin à dire que celle-ci, tu préfères celle-ci au Cornwall au niveau... ça paraît plus cohérent, disons, notamment dans le médium et puis certainement dans les attaques. Dans celle-ci? Oui, dans celle-ci. À moins qu'ils aient mis un boomer de 38 cm avec une membrane ultra légère. Auquel cas, attention, après, dans le grave, ça manquerait peut-être de profondeur et il faudrait un volume beaucoup plus grand. Donc, la Cornwall est assez, je crois qu'elle est assez imposante, elle est en basse réflexe, elle, je crois. Je crois, il y a 3 basses réflexes. Il y a 3 évents. Ouais, devant, exact. Donc ça a dû être aussi sérieusement travaillé. Ça a dû être aussi sérieusement travaillé, voilà. Mais bon, là, un modèle, je dirais, relativement logeable, très beau visuellement, live à l'écoute. C'est pas mal. Ça, c'est le son live, de toute façon. La possibilité de bi-amplifier, ce qui peut être intéressant avec des enceintes à haut rendement. Voilà, Parce que souvent, les enceintes à haut rendement, bon, bien souvent, elles sont, on va dire, do-it-yourself, etc. et tout, mais les do-it-yourselfers les bi-amplifient souvent, voire même les tri-amplifient. Voilà, parce que ça permet quand même une maîtrise de chaque transducteur beaucoup plus importante qu'avec une mono-amplification. Tout comme si tu veux mettre du tube en haut, pour les compressions, en bas tu mets un transistor. C'est ça. Tu peux modeler en fait. Voilà, donc ça permet pas mal de flexibilité. Bon, écoute, merci beaucoup. Un bon produit. Bon, vous voyez les amis, Christophe nous a apporté quelques éclaircissements, même des... Vite fait. Non, mais sur l'histoire, parce que c'est important, sur l'histoire de Paul Wilbur. Non, mais c'est intéressant. Oui, une grande figure de l'hi-fi quand même, américaine, voilà, une figure légendaire. Voilà. Eh ben écoute mon Christophe, je te remercie infiniment. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle présentation. Allez, ciao!